2 ans plus tard, j'ai une sœur, puis un petit frère. Je dis petit parce qu'il n'a pas vécu plus de quelques heures. Les bombardements. Je suis donc l'aîné. C'est mon rang. Mon père comme ma mère me place très vite sur un piédestal. Je suis l'horreur. Comme ces poupées femmes sous une cloche en verre. Elles tournent, rigides sur elles-mêmes au son d'une mélodie mécanique quand on actionne le ressort. Intouchables, mais visibles de tout le monde. De leur vivant, mes parents ne se lasseront pas de le remonter. De leur mort aussi. C'est quelque chose d'étrange. De l'ordre de la sensation. Je n'ai pas les mots. Je me sens juste derrière une vitrine. Protégée, mais définitivement isolée. Désolée. Isolement. Solo. Solitude. Infiniment seule. Alors, la tête haute, je tourne, sans jamais perdre l'équilibre, puisque je fixe un point, toujours le même. Les yeux de mon père, l'œil de mon père, son regard sur moi. Si je suis celle que l'on regarde, c'est donc que je suis jolie. La plus jolie. J'ai les cheveux blonds, des yeux bleus, je suis lumineuse. Tiens-toi droite, les mains sur la table, Dit mon père. Je me tiens toujours droite, je me grandis parce que je suis petite. Ma sœur a les cheveux bruns, des yeux verts, grossis par des lunettes qui lui mangent le visage. Elle est grande, forte. On m'habille avec soin. On m'achète des vêtements neufs. On me tricote des pulls avec de la belle laine, fine et chaude. Je ne dois pas prendre froid. On me coiffe. On me tresse des nattes avec des rubans de velours. Je suis très élégante. Ma sœur a le droit de porter mes vêtements devenus trop petits pour moi. Elle est toute boudinée dedans. Elle se regarde dans le miroir, se tire la langue et éclate de rire. Pff, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Nous habitons un petit village de la Sarre, Einitz. Je sais où il se trouve sur la carte de l'Allemagne. À chacune de mes questions, mon père explique, dessine, me montre. La Sorgue est un bassin rempli de mines de fer et de charbon. Cela a toute sa richesse. Saarbrücken est la capitale. La voix de mon père est puissante. Je dois écouter, comprendre, retenir immédiatement. Normal, je suis la meilleure.
Nous sortons à la lumière. Il n'y a plus de rails, plus de trains, des tas de briques, de la fumée partout. Ma mère échange une poule contre un trajet en camion. J'ai faim. Je suis fatiguée. J'ai froid. J'ai peur toujours. Il y a les avions, les éclairs dans la nuit, les sirènes, les cris, les grandes personnes qui courent, les enfants aussi, derrière. Les Américains occupent la salle. Les Américains occupent la salle. Je l'ai entendu à la radio. Il y a quelque chose qui fait que je ne pose pas de questions. Des maisons debout dans la rue, il n'y en a plus beaucoup. Au village, la nôtre est toujours là, immense, avec le jardin, immense aussi. Et tout au bout, la forêt. J'aime la forêt. M'y perdre toute seule pendant des heures. Son odeur, sa pénombre, son mystère. Les feuilles sèches qui craquent sous mes pas. Le vent qui fait danser les branches. Les ombres derrière les arbres. Les étranges champignons piquetés, rouges. Les traces encore toutes fraîches du sanglier. De la biche. Du loup. L'absence de silence. Toujours ces cris brefs, lancinants. Je m'allonge sur la mousse et je regarde le toit du ciel. Le ciel. Infiniment paisible en toile de fond. Je pourrais m'y coucher. Je n'ai pas peur. Je retiens mon souffle. Wer reitet so spät durch Schacht und Wind? Qui chevauche si tard dans la nuit et le vent? Es ist der Vater mit seinem Kind. C'est le fils avec son enfant. Cher enfant, viens donc avec moi. Nous jouerons ensemble à de si jolis jeux. Mon père, mais n'entends-tu pas ce que le roi des aulnes me promet à voix basse? Je n'ai pas peur du roi des aulnes. Moi, mon père à moi ne m'emmènera jamais dans ses bras. Ma sœur m'appelle. Son message! À table, vite! Si j'arrive en retard, je devrais me mettre dans un coin de la cuisine, le visage contre le mur, les mains derrière le dos, attendre jusqu'à ce que mes jambes finissent par se remplir de fourmis. J'aime l'ordre et la rigueur, et je ne désobéis jamais. Ma sœur, non. Elle s'en fiche pas mal d'être punie.
J'ai une montre dans la tête. J'entends la voix de mon père qui me fait trembler, qui fait trembler ma mère aussi. Il ne plaisante pas avec les horaires, ni avec le reste. Il y a l'heure de lever, l'heure de la toilette, l'heure du repas, l'heure des devoirs, l'heure du coucher. C'est ma mère qui applique le règlement. Mon père travaille dans un grand laboratoire. Il est ingénieur chimiste. Il fait des expériences sur le charbon. C'est un chercheur, mon père, un inventeur. Il est très reconnu. Il écrit des articles. Il a beaucoup d'argent. Il voyage dans le monde entier. À chacun de ses retours, il me ramène quelque chose de là-bas qu'il a choisi pour moi. Ces cadeaux, je les range dans une malle fermée à clé. La clé, je la garde dans un endroit secret. Je soulève parfois le couvercle de la malle. Je peux rester longtemps sans rien toucher, rien qu'à regarder. C'est ainsi que je voyage avec lui. Nous sommes riches parce que nous avons un verger, un potager, 2 chèvres, 9 lapins, 8 poules, un coq et même un cochon. Les autres ne doivent pas savoir. Nous n'avons rien déclaré. Il nous faudrait alors partager. Je demande pourquoi. Mange, ma fille, mange. L'autre cochon doit secrètement engraisser dans l'étable. Mon père attend le moment où il ne pourra presque plus se mouvoir. La bête demeure définitivement famélique. Il n'y a jamais de reste à la maison à part quelques épluchures de pommes de terre. Mon père ordonne à ma sœur d'aller tous les jours ramasser des glands et des châtaignes. La ration demeure insuffisante. La bête, affamée, devient de plus en plus agressive, son grognement incessant. Mon père nous interdit de l'approcher. Un jour, elle s'échappe et dévore en quelques secondes une de nos poules. Mon père décide de la battre. Il n'utilise pas le revolver à cause de la détonation. C'est un désastre. Le monstre ne meurt pas au premier coup. Il réussit à fuir, la tête pendante sur son cou, et agonise un peu plus loin. Un désastre. Ce sang devait nous servir à la confection de chair à boudin, une nourriture plus que précieuse. Nous mangerons la bête pendant plusieurs semaines. Mon père me découpe les meilleurs morceaux. Je suis assise à ses côtés. Chaque matin, il m'emmène dans le poulailler chercher un œuf. Un pour moi, un pour lui. Je les tiens tout chauds entre mes mains. À table, ma sœur me regarde le manger. Ma mère détourne la tête. Je suis l'aînée. C'est un crime de gaspiller. Je le sais, la nourriture est sacrée. Il m'est arrivé un jour de me battre à coups de pomme avec ma sœur. Elles étaient là par terre, sous les arbres.
Ma sœur ne les avait pas encore ramassés. Ce jour-là, nous avons été enfermés dans les toilettes. Jamais je ne me suis sentie aussi sale, aussi humiliée. Les pommes. Un homme, hagard, décharné, perdu, affamé. Je le vois sur la route, juste devant notre jardin. Il me demande s'il peut en prendre une tombée dans l'herbe de l'autre côté du grillage. Je cours chercher mon père. Cet homme logera chez nous un temps, le temps qu'il reprenne vie. Il y a quelqu'un d'autre qui a sa chambre chez nous. Notre bonne. Je n'ai rien de particulier à dire sur elle. Elle deviendra bien plus tard la maîtresse de mon père. Elle logera ailleurs avec ses 2 enfants qu'elle aura avec mon père. L'existence de ces enfants, je l'apprendrai que quand je serai adulte. Mais je ne le suis pas encore. Je regarde ma mère qui prépare une tarte aux pommes pour l'anniversaire de mon père. Oh. Il y a une bonne odeur de la cuisine. Ma mère regarde par la fenêtre. Elle attend. Elle l'attend. Moi aussi, je l'attends. Je l'attends jusqu'au matin. Mon père joue pour de l'argent, pour gagner encore de l'argent. Il part avec sa voiture, il rentre à pied. Il a joué sa voiture. Il joue pour s'acheter une autre voiture, puis une autre maison, puis il perd la maison, puis. Ma mère compte l'argent du mois sur la table. Elle écrit des chiffres sur un papier et elle cache le papier sous son oreiller. Quand mon père sera vieux, elle le conduira elle-même chez sa maîtresse et elle reviendra le chercher. Quand il sera mort, elle se rendra toutes les semaines au cimetière avec son chapeau de feutrine et son plus beau manteau de laine. Elle enlèvera son gant pour dégager à main nue la neige qui recouvre le nom de mon père. Les hivers en Allemagne sont rudes. Quand la guerre est finie, je peux enfin aller à l'école, normalement. J'aime apprendre, j'ai soif de savoir. À la maison, il y avait les livres. Maintenant, il y a la parole du maître. Je suis douée, très douée. L'école n'a qu'une classe. Les petits, les moyens, les grands, tous ensemble. Je dois m'occuper des moins bons. Je suis la meilleure et je dois le rester. Mes notes sont le reflet de mon intelligence, de mon travail aussi. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mon père veille. Je remporte brillamment mon baccalauréat. Toutes les matières enseignées me passionnent, particulièrement l'histoire et la géographie. Je rêve de voyager à travers toutes les civilisations.
Je connais toute l'évolution de l'humanité, de la préhistoire jusqu'aux années 1900. Les programmes ne vont pas au-delà. Comme ma sœur n'est pas douée, mon père ne travaille pas avec elle. Elle est envoyée dans un pensionnat chez les sœurs. Je deviens une jeune fille. Les garçons me regardent. Je deviens une femme. Les hommes me suivent dans la rue. Mais je ne veux pas me marier, encore moins avoir des enfants. Je veux voyager, découvrir d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres forêts, être libre. Je veux avoir un métier, du pouvoir, de l'influence, des responsabilités. Je m'inscris à la fac de droit et j'étudie l'histoire contemporaine. Alors un jour, j'apprends l'innommable. Parmi tant d'autres, l'encouragement aux liaisons sans lendemain, parce qu'elles peuvent donner des fruits, de beaux fruits, éclatants, purs, jeunes, dominants, mûrs pour servir
servir le pays, la patrie, la nation, qui, à leur tour, feront germer d'autres fruits dans ces maternités, ces Lebensborn, fontaines de vie, fontaines de mort, où naissent des enfants qui ne connaîtront jamais leur père racé, ni leur mère blonde, des enfants programmés pour tirer des traits dans des classeurs, page après page, proprement, méthodiquement, sans rature, programmés pour finir gentiment dans le caniveau, ou d'autres, ces hommes et ces femmes qui se suicideront les uns après les autres, orphelins. Pourquoi mon père et ma mère se sont-ils tus? Pourquoi ce silence? Ne savait-il pas qu'un jour, l'histoire, notre histoire, mon histoire nous rattraperait? Je cherche un sens à leur silence. Je ne trouve pas de sens à leur silence. Il n'y a pas de sens à leur silence. S'ils ne m'ont rien dit, c'est qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'à se boucher les oreilles, se fermer les yeux, se taire, arrêter de penser, retourner sur mon socle, le verre brisé à mes pieds. J'ai le devoir de me taire. J'ai ordre de ne poser aucune question. Comme ce soir-là, j'étais descendue à la cuisine, je n'arrivais pas à dormir. Il y avait une veste qui séchait sur le dossier d'une chaise. J'entendais des éclats de voix depuis le salon, violents, des voix qui m'étaient inconnues. Je m'approchais de la veste, le regard attiré par une étrange décoration cousue sur la poitrine. Le rapace, les ailes déployées, les griffes plantées sur un rond dans lequel une sorte de croix penchée vers la droite, les extrémités cassées. J'appelais mon père. Quand il me vit la main effleurant la décoration, il devint tout blanc, le regard affolé, m'ordonnant en silence de me sauver. Je courus jusqu'à ma chambre, immédiatement. Le monde entier nous pointe du doigt. Me pointe du doigt. Comme on vise un monstre qui doit être abattu. Nous, les Allemands, moi, l'Allemande. C'est mon ressenti. Il ne me quitte pas. Il ne me quittera jamais. Alors je l'enfouis. Tout au fond de moi. Tellement profond que je fais semblant de vivre sans. Sur mon socle, je continue de tourner. À nu. Plus aucune protection. À vif. Mais la tête haute. Bloquée. Le sourire aux lèvres. Rictus. Le regard droit. Perdu. Le corps figé. Rigide. Je suis une façade. Personne ne le sait. C'est mon secret. Je continue d'être brillante. À la faculté, j'aspire toujours à être première loge de l'amphithéâtre. Je parle couramment le français, l'anglais, le russe. Mon talent pour les langues me propulse devant de la scène. On m'invite à tenir une conférence sur la peine de mort devant des officiers français. J'étouffe.
J'efface mon accent. Je maîtrise. Je tiens la rampe. Je vois les officiers français qui me regardent. Tous me regardent. Me dévorent du regard. Mais un seul m'écoute. Un seul a les yeux qui brillent de bonté. C'est l'homme de ma vie. Ce sera le seul homme de ma vie, je le sais. Immédiatement, une fulgurance. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا Nous nous attendons un an. للاستقلال Le temps que mon fiancé échappe à une autre guerre. Celle d'Algérie. Une autre barbarie. Jour après jour, nous nous écrivons des lettres d'amour, d'espoir, d'impatience. Je me prépare à devenir sa femme, pour toujours lui appartenir. Nous nous marions. J'arrête mes études, je quitte mon pays, je deviens française. Je m'inscris dans une école française de formation ménagère. Je dois apprendre tout ce que doit savoir une bonne épouse. La cuisine, le ménage, l'éducation, l'hygiène, la morale, ce à quoi s'adonnait ma mère, la femme de mon père et notre bonne, sa maîtresse. Ce à quoi j'avais jusqu'à ce jour échappé. Pour être plus précise, à la devise Kinder, Küche, Kirche. J'aime et je ne m'interroge pas. Inexorablement, l'histoire me rattrape. L'univers de la femme allemande. Un mari, des enfants, une famille, un foyer. Tout cela est enfoui profond dans ma tête et je ne le sais pas. Malgré un bon accueil dans ma nouvelle famille, je crois devoir faire mes preuves. J'ai bientôt 3 beaux bébés joufflus. Je cuisine bien. Je suis une bonne mère, au foyer. Comme si les relents d'une autre devise existaient encore. Travail, famille, patrie. Allemande ou française, je me calque sur le modèle de la femme exemplaire. Mes enfants deviennent mon œuvre. Je n'ai pas d'autre aspiration que de leur donner le meilleur au sens le plus large. Nourriture, éducation, enseignement, sport, musique. Je leur parle en allemand. Je leur donne des cours. Je veux qu'ils soient bilingues. Nous habitons à la campagne pour leur santé. Puis en ville, près des écoles et des lycées, pour qu'ils ne perdent pas de temps sur la route. Je n'admets aucun relâchement, aucune discussion. Ils doivent réussir. C'est par la discipline, la rigueur, l'obéissance qu'ils arriveront là où je veux les mener. Je choisis pour eux. Je sais ce qui est bon pour eux. Ils me remercieront. Je suis fière d'eux. Je les montre à mes amis. Je suis derrière eux chaque jour. C'est tout ce qui compte pour moi. Après l'amour que j'éprouve pour celui qui m'aime, qui m'admire, qui me comble.
Je suis une mère parfaite. Je n'ai rien à partager. Qu'aurais-je à dire de moi? De mon passé? De mon pays d'où je suis née? D'où j'ai grandi? Tout cela est enfoui au plus profond de moi. Resté rigide sur mon socle, continuer de tourner. Le silence est mon arme, ma cuirasse. C'est beau comme mes enfants s'entendent tous les trois à merveille. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. On dirait qu'ils me fuient. J'ai mal dans tout mon corps, tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. J'avale toutes sortes de médicaments et je souffre toujours autant. Ils quittent la maison. Très vite. Ils se marient. Ils ont des enfants. Ils me quittent. Alors je voyage de plus en plus loin, avec des amis, en groupe, parfois seul. J'accompagne mon mari dans chacun de ses déplacements. Je joue au tennis, j'apprends l'italien, je dors dans des refuges, je peins des canards, des coqs, des lapins sur des meubles pour enfants. J'expose, on me les achète. J'invente de nouvelles recettes. Je rédige des traductions commerciales. On m'appelle de grands groupes. Je donne des cours. Je promène le chien. Et puis un jour, mon mari me quitte aussi. La maladie. Je garde la tête haute, les yeux secs, pas de laisser aller, rester digne. Mais tout au fond de moi, jour après jour, je n'ai plus qu'un seul désir, le rejoindre. Déjà. Mon amour. Mon seul amour. Mon unique. Sans lui, je ne survivrai pas. Il avait dit, Oh, 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 oh. Je préférerais que tu partes avant moi. il m'avait deviné.
La misère des autres m'attire. J'ai trouvé une place. Je tiens des stands pour les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser que chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le bonsoir. J'ai juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. J'appartiens au club des célibatants. Ensemble, nous partageons nos solitudes. J'accompagne des mourants dans leur dernier souffle. Des amis, de la famille, des inconnus. J'ai pas peur de la mort ni de la souffrance. J'ai peur de vieillir, de perdre la tête, comme ma mère a perdu la mémoire. De perdre mon chien. Il est le seul qui ne refuse pas mon affection. C'est mon enfant. Combien de temps tiendrai-je debout sur mon socle sans fléchir? Devant tous mes amis, encore jeunes, belles, enjouées, énergiques, puissantes, j'ai tant d'amis. Je n'en peux plus de faire semblant. Mes enfants ne viennent plus me voir, ou si peu. Ils m'invitent chez eux, entourés des leurs. Ils sont mon œuvre, ils m'appartiennent, je suis leur mère. Je suis si seule, pourquoi? Je leur demande s'ils vont bien, ils me disent toujours oui. Mais je ne les crois pas. Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils être heureux sans moi? Loin de moi? Comment peuvent-ils ne pas avoir besoin de moi? J'ai de plus en plus mal. Mon chien aussi. Je le traîne. Je vais consulter les meilleurs spécialistes. Ils ne trouvent rien. Je ne joue plus au tennis. Je n'ai plus envie de voyager. Je me perds dans mes pensées. Je n'aspire plus qu'à un seul voyage. Je m'y prépare. Méthodiquement. Froidement. Ce sera Berlin. Capitale de la capitulation. Capitale de la honte. De ma honte.
Je regarde une dernière fois le film allemand, La Chute, seule, dans ma chambre. À chaque fois, la même nausée, celle qui me retourne les tripes à chaque documentaire, chaque écrit. Je capitule moi aussi. Je veux une chute vertigineuse du haut d'une tour. Mais je n'en ai pas la force. Je préfère retourner dans la chaleur du ventre de ma mère, retourner des miens, de leur image, celle de mon amour, de vos chiens, de mes enfants.
j'écris une dernière lettre à mes enfants. Un simple adieu. Mes douleurs